8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Patrick Kanner, sénateur PS du Nord, président du groupe socialiste écologiste et républicain au Sénat et ancien ministre. Oui, bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Commençons par le pass sanitaire. Faut-il le prolonger jusqu'à la fin de juillet de l'an prochain, alors que l'épidémie pour l'instant est en chute? L'Assemblée et donc la majorité, la République en marche, l'a voté. Le texte arrive cette semaine au Sénat. Le rapporteur LR, Philippe Bas, souhaite la fin de l'état d'urgence sanitaire, lui, au 28 février. Vous aussi ou pas alors ? On va devoir subir encore ce pass sanitaire. C'est un système finalement où la moitié des Français contrôlent l'autre moitié des Français réciproquement, puisque les contrôleurs deviennent les contrôlés réciproquement, suivant le moment où ils le font. Moi, je considère que c'est un outil qui est pour nous un pis-aller, que la vraie solution aurait été, d'ailleurs ça commence à se dire, y compris dans de grands journaux scientifiques, que c'était ce qu'on avait proposé, à savoir la vaccination obligatoire, universelle, c'est-à-dire arriver à un taux d'immunité le plus large possible, sachant qu'aujourd'hui on est à 30-35 000 Français qui se vaccinent tous les jours. Donc pour arriver à cette immunité, il faudra attendre jusqu'à l'été 2022 et d'ici là, il y aura d'autres vagues potentielles. Donc le pass sanitaire, écoutez, on va le subir encore, je le dis aux Français qui nous écoutent. Simplement, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il soit reporté jusqu'au 31 juillet. Ouais. Donc vous êtes favorable à quoi alors ? On est favorable, on n'est pas favorable au principe du pass sanitaire, mais on va le subir. Par contre, qu'il y ait une clause de revoyure qui fasse qu'on réexamine les choses en janvier, en février, c'est ce qui va être voté au Sénat, donc jeudi prochain. Oui, sauf que ça bloque à l'Assemblée nationale, puisqu'on dit en fait qu'on sera en campagne présidentielle et qu'on ne va pas convoquer l'Assemblée nationale pour ça. Mais techniquement, c'est totalement idiot. Excusez-moi de le dire comme je le pense, c'est totalement idiot, parce que nous sommes en session. Certes, nous allons arrêter nos travaux, parce qu'il n'y a plus de texte en séance à compter du 28 février, mais nous sommes en séance. Ce qui veut dire que s'il faut réunir, même début avril, le Parlement parce qu'il y a une urgence, on ne va pas se priver de cela. Donc l'exécutif est toujours dans sa logique de concentration du pouvoir, d'un pouvoir jupitérien. Donc ce que dit Gabriel Attal, c'est pipeau alors ? C'est du pipeau sur le plan juridique, tout à fait. Et moi je vais vous dire, les sénateurs, s'il faut qu'ils se réunissent fin mars, début avril, parce que la situation le justifie, on le fera naturellement. Oui. Bon, concrètement, est-ce qu'il peut y avoir un compromis quand même, non ? En commission, entre vous, au Sénat, et puis ensuite à l'Assemblée. La majorité est majoritaire. Donc elle a la main. Vous ne pouvez pas les faire plier ? Non. Par contre, ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'au moment du vote à l'Assemblée nationale, il n'y avait que 10 voix d'écart entre les deux positions, et que sur un article, notamment l'article 2, il n'y avait qu'une seule voix d'écart. Ce qui signifie que, y compris dans la majorité présidentielle, il y a des gens qui doutent, et je trouve que ça plutôt positif. Bon, donc vous avez bon espoir que finalement les choses soient revues, quoi. En tout cas, je pense que le président de la République peut passer en force. Mais permettez-moi l'expression, se payer encore une fois le Sénat, qui est quand même la deuxième chambre de notre pays, c'est un peu compliqué en cette période où il a envie, j'ai envie de dire, de caresser les événements. Oui, c'est ça. À coup de milliards parfois, à coup de milliards. À coup de milliards. Bon, sur la vaccination obligatoire, là vous voudriez qu'on y revienne alors aussi. Ah mais nous on reposera des amendements. Ouais. Sauf que, attendez Patrick Kanner, sur la vaccination obligatoire, votre idée et d'autres aussi la partagent. Quand le vaccin est pas complètement au point là, sur certains, vous avez vu qu'on les retire, etc. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'allez pas être complotiste, monsieur Roger. Non, mais je dis, non, mais c'est pas moi. Il y a le Moderna, vous avez vu, en fait, d'autres ont été retirés. Aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir. Je crois qu'il y a 4 ou 5 milliards de citoyens dans le monde qui sont vaccinés. Vous êtes vaccinés ? Moi aussi. Madame de Mélibus aussi. Écoutez, moi, j'ai passé ça tranquillement. Et s'il faut une troisième vaccination, je le ferai. J'ai eu, comme tout le monde, comme pour le vaccin de la grippe, un peu de fièvre la nuit. Terminé. Alors, qu'il y ait, entre guillemets, des situations critiques, oui, mais sur le nombre de vaccinés, le coût avantage-inconvénient évident. Oui. Voilà. Patrick Kanner, vous êtes un soutien d'Anne Hidalgo. Oui. D'ailleurs, c'est quasiment chez vous, sur vos terres, à Lille, qu'elle a lancé. Pourquoi quasiment chez moi c'est chez vous, oui, bien sûr. À Lille, qu'elle a. Non, mais vous partagez ces terres aussi avec Martine Aubry. Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Parmi ces propositions, Anne Hidalgo voudrait qu'on abaisse la majorité électorale à 16 ans. Vous aussi, vous y êtes favorable ou pas ? Non seulement j'y suis favorable, mais nous avons déposé une proposition de loi en ce sens, qui sera examinée, je l'espère, avant la fin de l'année 2021. Oui, je pense qu'il faut renverser la table. Il faut faire confiance à la jeunesse. À 16 ans.
c'est en 1848 qu'on a abaissé l'âge de droit de vote, donc à la Révolution de 48, 1848, de 25 à 21. Giscard a abaissé de 21 à 18 ans en 1974. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité électorale permettre à un jeune de pouvoir participer aux affaires qui le concernent, dans sa ville, dans son département, dans sa région, au niveau national, me paraît pas choquant. Les jeunes ont beaucoup évolué, sont beaucoup plus matures. Alors on va me dire, oui, mais il y a beaucoup d'abstention chez les jeunes. Je vois déjà l'argument. Les jeunes sont beaucoup plus matures à 16 ans aujourd'hui qu'hier. Bien sûr. Vous en êtes sûr, ça? Bien sûr. Vous avez une démonstration scientifique? Je suis intimement convaincu. Ils s'engagent dans le secteur associatif. Scientifique, non. C'est un ressenti. Ils posent une question sur un ressenti. Ils s'engagent beaucoup sur la lutte contre la maltraitance animale, sur le climat. Enfin, je veux dire, ces manifestations sur le climat, vous croyez que ce sont des jeunes irresponsables qui manifestent? Non. Ils ont conscience de leur environnement. À 16 ans, est-ce que vraiment on ne peut pas être manipulé dans un sens ou dans un autre? Et vous croyez qu'à 70 ans on ne peut pas être manipulé? Non, mais à 16 ans, quand on est au moment de l'adolescence et qu'on est en pleine formation, est-ce qu'il n'y a pas des interrogations? Mais vous pouvez dire la même chose à 17 ans ou à 18 ans. À 18 ans, quelqu'un qui est au domicile de ses parents peut être influencé par ses parents. Donc, il y a un moment donné où il faut faire confiance. Et moi, je fais le pari de la confiance et le pari de la jeunesse. Osons la jeunesse aujourd'hui, parce que quand on peut passer son BAFA, quand on peut être salarié à 16 ans, quand on peut créer une association à 16 ans, j'y suis pour quelque chose comme ancien ministre de la jeunesse, eh bien, j'estime que participer au choix démocratique est un élément important. En tout cas, les jeunes y sont favorables. Ce n'est pas abaisser la démocratie que de faire ça? Est-ce que c'est abaisser la démocratie que de faire confiance à quelqu'un qui a envie de contribuer effectivement à l'effort collectif, à l'effort démocratique collectif, c'est-à-dire concrètement prendre sa part au choix. On dit souvent, et là c'est étudié, que plus on commence tôt à s'engager, plus on va être un électeur fidèle, un citoyen fidèle non pas à un parti politique, mais fidèle aux échéances démocratiques. Voilà, c'est un pari que nous faisons. Je ne vous dis pas que nous avons raison à 100%, je dis simplement qu'il faut donner un message. Vous savez, Emmanuel Macron, il a donné quoi comme message à la jeunesse pendant ces 5 ans? Le SNU, un gadget, disons-le très clairement. On n'a pas fait le RSA pour les jeunes, en tout cas un revenu minimum pour les jeunes. Il lance quand même un certain revenu, là. Hein, donc vous avez vu. Il lance quoi, monsieur Roger? Le revenu d'engagement est passé à la trappe. Il est passé à la trappe. Et on va utiliser... Pas totalement. Écoutez, on va utiliser la garantie jeune que j'ai créée avec Rebsamen à l'époque quand j'étais au gouvernement de François Hollande. Il va utiliser un outil existant alors que nous, on voulait un revenu pour les jeunes les plus en difficulté. Si nous considérons que aller à la soupe populaire du secours catholique ou du secours populaire pour aller se nourrir quand on est étudiant, je ne trouve pas ça normal. Simplement. Bon, donc des droits à 16 ans et donc des devoirs. Et des devoirs, mais j'ai l'impression que vous ne faites pas confiance aux jeunes. Non, mais c'est vous. Moi, j'ai envie de leur faire confiance. Ce n'est pas moi. Je pose en fait des questions. Et les auditeurs à 80% là, interrogés ce matin disent que non. Ils disent que justement il n'y a pas la maturité, qu'il y a encore un problème, qu'il y a aussi... Ça ne m'étonne pas. Mais le rôle du politique, c'est d'être en avance sur son temps et de préparer l'avenir. Voilà, je préfère être dans ce camp-là. Bon, et puis peut-être que c'est un moyen de lutter contre l'abstention, vous croyez ou pas? Attendez, j'ai pas été jusqu'au bout de ma démonstration et vous avez tout à fait raison de le rappeler. Plus vous commencez tôt, plus vous donnez un droit à quelqu'un, plus potentiellement il va s'en servir. Alors vous allez me dire, oui, mais on l'a vu aux dernières municipales, il n'y a que 28% des jeunes qui sont allés voter, alors que 57% des plus de 60 ans sont allés voter aux dernières municipales. Donc il est vrai qu'il y a un problème. Mais c'est l'offre politique qui pose problème. C'est pas tellement celui qui la reçoit. Bon, et alors si on fait ça, la majorité pénale aussi à 16 ans alors? La majorité, au sens large du terme, est une chose différente. Je pense que la majorité électorale doit être à 16 ans. La majorité pénale, elle est déjà à 16 ans. Vous pouvez être emprisonné aujourd'hui à 16 ans. Sachez-le. Bon, mais... Il n'y a pas de problème, malheureusement, là-dessus. Bon, oui, mais il y a quand même un certain nombre de conditions, quand même. Hein, tout à fait. Voilà, non, mais il faut tout revoir. Quoi, hein, il faut vous remettre sur la table. C'est une clé d'entrée, le vote à 16 ans. C'est une clé d'entrée pour, j'ai envie de dire... moderniser une démocratie qui en a bien besoin. Et le permis de conduire à 16 ans, alors aussi, non? Il existe pour certains déjà. Non, aujourd'hui on peut avoir de l'accompagnement en fait, de conduite, mais on pourrait peut-être avoir le permis. Aux États-Unis, ça existe. Exactement. Et donc, est-ce que vous voulez aller jusque-là et le permis de conduire à 16 ans, notamment formé
autant de l'école, me semblerait une bonne idée. Pour être clair, passer son code pendant le temps scolaire serait une excellente idée. Bon, cette mesure, cette proposition d'Anne Hidalgo, ça peut l'aider à faire décoller sa campagne. Pourquoi ça ne décolle pas, là, ça patine toujours? Tout d'abord, il y a eu un avant et un après Lille. Vous avez évoqué Lille, moi je vous confirme. On a vu quelque chose à Lille. Beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants, 1700 personnes. Et la salle était archi bondée. Certains disaient, mais non, vous n'irez pas à la remplir. On l'a remplie. Des discours exceptionnels, je pense à Bernard Cazeneuve, mais bien sûr aussi à la candidate, Anne Hidalgo, qui, je crois, a changé de statut. Elle est passée de la candidate à la candidature à la candidate pour la présidence de la République. Je l'ai entendue hier sur une radio concurrente pendant 2 heures. Elle était très bonne. Elle sera, bon, je ne vais pas faire les... Invitez-la sur Sud Radio, elle viendra. Je crois que ce pays a besoin d'une gauche de gouvernement, social-démocrate. Aujourd'hui, il y a 7 candidats à gauche, mais pour moi, celle qui est la plus crédible, celle qui porte le plus d'espoir, celle qui finalement correspond à la famille politique qui a déjà dirigé ce pays, c'est Anne Hidalgo. Bon, et François Hollande, il n'a pas l'air d'être complètement convaincu quand même. Il la soutient, mais du bout des lèvres, si je puis dire. Bah écoutez, il va être avec elle bientôt dans un grand salon du livre à Brive. Son livre, je l'ai lu attentivement sur les différents passages concernant Anne Hidalgo, Affronté, montre que voilà, il est dans une logique à la Hollande, de synthèse. Il la soutient et en même temps il lui met la pression pour dire mais voilà, il faut que tu sortes les tripes pour que ça passe auprès du public. Et depuis samedi, je vous assure que les choses ont changé. Bon, d'accord, donc il ne rêve pas de revenir quand même, lui. François Hollande est toujours attentif. Il est toujours attentif à l'avenir. Simplement, il a dit clairement qu'il n'était pas candidat. Et s'il avait voulu être candidat, il se serait présenté devant les militants socialistes. Il ne l'a pas fait. Nous avons choisi une candidate par rapport à Stéphane Le Foll, qui était aussi l'autre candidat en la matière. Et maintenant, les choses sont claires. Elles sont réglées et elle ira jusqu'au bout. Je le dis jusqu'au bout, c'est sûr. Imaginons qu'en janvier, ça ne décolle pas vraiment encore dans les intentions de vote. Elle ira jusqu'au bout. Et ceux qui rêvent, espèrent, ou d'une manière un peu cynique disent elle se retirera derrière Yannick Jadot. La réponse est non. Ça c'est sûr. La réponse est non. Bon, écoutez, c'est très clair dans votre bouche en tout cas. Hier, lors d'une émission en direct de Drancy sur CNews, Éric Zemmour a échangé avec une femme voilée. L'échange sur la liberté ou la contrainte de porter le voile. Comment avez-vous perçu, si vous l'avez vu, cette image? J'ai été horrifié. Horrifié. Moi j'ai regardé tout le reportage. J'étais horrifié. D'ailleurs, je ne comprends pas comment M. Morandini peut se prêter à ce jeu-là. Voilà, bon, j'ai du respect pour lui, mais là on est allé beaucoup trop loin. Vous savez ce que c'est que l'apostasie, c'est de demander à quelqu'un de renier sa foi en public. Eh bien, on a assisté à une apostasie, comme on a pu voir cela. Vous savez, quand les nazis demandaient à des populations de baisser leurs pantalons pour vérifier si monsieur était circoncis ou pas, ça me faisait Vous penser allez jusque-là. Je vais jusque-là. Et c'est une horreur. Parce que c'est un signe religieux quand même, le voile ou le foulard. Mais c'est un signe religieux qui, dans la loi française, n'est pas interdit. En public. Vous avez le droit de porter dans des lieux publics, il peut être interdit. Oui, mais réglementé. Sur la voie, elle était. Vous êtes bien d'accord. Elle n'était pas dans un lieu privé. Elle était sur la voie publique. Cette interview. Vous avez le droit de porter une croix, de porter une kippa, de porter un voile, à condition bien sûr de respecter la loi, à savoir que votre visage doit être visible pour des raisons de sécurité. Et donc cette personne était dans la totale légalité. L'amener, y compris en enlevant sa cravate. Elle n'est pas un signe religieux, c'est clair, mais l'amener finalement à se dévoiler pour dire mais je suis une Française comme les autres a été pour moi horrible. Et donc j'ai décidé, je l'ai dit dans un tweet hier, que je ne répondrai plus aux sollicitations d'interview de CNews. Voilà, c'est ma manière à moi de protester. Elle n'est pas, je sais bien que ça ne fera pas chuter. Je vous rassure. Et la candidate Anne Hidalgo? C'est la candidate, elle décidera. En tout cas, moi, en conscience, en mon âme et conscience, j'ai considéré que ce que j'ai vu hier était pour moi devenu insupportable. Et donc, si CNews est sur cette logique-là, insupportable qu'on demande à une femme d'enlever le voile, de retirer son voile. C'est insupportable par rapport à une chaîne publique, une grande chaîne d'information. Elle n'est pas publique, elle est privée. Oui, enfin, publique au sens où tout le monde peut la regarder. Elle n'est pas cryptée. Ce qui est insupportable pour moi, c'est qu'on puisse
prêter le flanc à ce genre d'excès qui finalement correspond à une vision de haine de la société. Mais attendez quand même. Patrick Caner, vous voyez qu'il y a un débat qui traverse la société sur le port du voile et du foulard, et ça fait 30 ans, 40 ans. La gauche a été en échec, et beaucoup d'ailleurs le regrettent en fait au sein des rangs de la gauche. C'est vrai ou pas, non? Je vais être encore une fois en désaccord avec vous, c'est rare d'être comme ça aujourd'hui. Non, je vous pose des questions, moi. Mais je vous le dis, mais le problème, vous croyez que les Français se préoccupent de savoir s'il y a, entre guillemets, un danger pour la démocratie à ce qu'une femme voilée se balade dans la rue? Ça arrive dans certaines intentions, dans certains sondages, oui, effectivement, il y a une inquiétude. Ce qui compte pour les Français, c'est est-ce qu'ils seront capables de payer leur facture d'électricité? Est-ce qu'ils auront une revalorisation de leur salaire? Est-ce qu'ils vont devoir demander l'aumône de l'indemnité inflation comme on leur propose aujourd'hui? Est-ce que leur gamin va avoir une bonne éducation? C'est ça qui intéresse les Français. Donc on se focalise aujourd'hui sur finalement une idéologie dominante qui est celle de M. Zemmour, qui nous l'impose. Voilà. C'est une idéologie dominante. C'est une idéologie dominante aujourd'hui que je combats. Et je considère qu'aujourd'hui notre pays n'est pas soumis au grand remplacement, que les questions migratoires, eh bien, sont des questions importantes, mais ne sont pas les questions prioritaires dans l'esprit des Français. Mais ça arrive dans certains quartiers qu'il y ait effectivement une population d'origine beaucoup plus grande, à 70-80%. Bien sûr. Vous savez, moi j'ai travaillé à Roubaix. J'ai travaillé à Roubaix. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais le problème, certains ont fui ces quartiers. Mais la question qui est posée, c'est quelle politique de peuplement, notamment dans les bars HLM ou dans les HLM tout court. Ils sont pas déjà besoin de bars, et heureusement. Donc c'est ça la vraie interpellation, c'est quelle intégration dans notre pays, quelles mesures l'État prend pour éviter justement les concentrations de population et les phénomènes communautaristes qui sont d'ailleurs parfois auto-alimentés. Je veux dire, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir vivre plutôt avec quelqu'un qui lui ressemble que l'inverse. Mais à partir de là, ce n'est pas mon modèle de la République. Mais c'est pas le modèle de certains justement de vivre en fait au milieu de personnes voilées dans ces quartiers. Et c'est pour ça qu'ils quittent en fait ces quartiers. Donc vous le savez ça, Patrick Caner. Non, encore une fois, le voile n'est pas interdit sur la voie publique dans notre pays. Il est interdit, et à juste titre, depuis une loi portée par Jacques Chirac dans les écoles pour les mineurs. Donc la loi, c'est la loi. Après, qu'il y ait un combat politique pour faire que des femmes ne se retrouvent pas voilées de force parce que leur mari, parce que leur entourage masculin. C'est ça le combat politique. Regardez les combats de certaines dans beaucoup de pays. Mais le combat politique, c'est celui-là à porter. Moi, je suis pour la liberté des femmes. Personne ne pourra me dire le contraire. Simplement, je ne veux pas que cela passe par l'humiliation. Et je pense que cette femme, finalement, a dû se sentir profondément humiliée hier dans une émission de télévision présentée. Je ne sais pas, parce qu'elle a assumé. Hier soir, elle était sur un plateau de télévision, elle a assumé. Oui, écoutez, peut-être même si vous avez vu, elle a été menacée en fait de mort sur les réseaux sociaux par certains. Mais justement, c'est ça qui est un scandale absolu. Donc il faut trouver un juste équilibre entre la liberté de conscience, la liberté religieuse. Les menaces, Évidemment. Attendez, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais un équilibre entre la liberté de conscience et finalement la vie en société. Et c'est ça le plus difficile. Et ça s'appelle la laïcité. La laïcité. Merci Patrick Caner, sénateur EPS du Nord, d'avoir été ce matin l'invité de Sud Radio.